Philippe, pourquoi tu as décidé de t'installer en Côte d'Ivoire pour faire du business et non au Cameroun, ton pays d'origine? Voilà le type de questions que je reçois très souvent de la part de plusieurs d'entre vous et aujourd'hui, j'ai décidé d'y répondre. Il se trouve que pour beaucoup de personnes de la diaspora, quand on pense à rentrer investir dans nos pays en Afrique, le premier pays auquel on pense, c'est notre pays de naissance, notre pays d'origine. Même si je peux comprendre les raisons et l'attachement que l'on a pour notre terre natale, c'est parfois la pire décision que tu puisses prendre. Pourquoi? Parce que dans certains cas, le business que tu veux lancer en Afrique n'est pas propice dans ton pays d'origine. Prenons un exemple très simple. Si un jeune Tchadien, je dis ça au Tchad, mais j'aime beaucoup le Tchad, ça n'a rien à voir, mais si un jeune Tchadien a un projet de start-up, tech par exemple, et qu'il veut rentrer, l'implanter en Afrique, le Tchad n'est pas la meilleure destination vers laquelle aller. Il y a d'autres pays vers lesquels je l'orienterai pour avoir plus d'impact. Mais quels sont donc les critères sur lesquels il faut se baser pour choisir un retour en Afrique pour faire du business? Il y en a 5 principalement que je vais t'exposer dans cette vidéo et au terme de cela, tu comprendras peut-être un peu mieux pourquoi je ne suis pas allé installer certaines de mes activités au Cameroun. Et d'ailleurs, d'autres personnes me demandent souvent, mais Philippe, pourquoi tu ne viens pas faire les business que tu fais en Côte d'Ivoire au Cameroun? Eh bien pareil, vous aurez la réponse dans cette vidéo parce qu'il faut aussi le dire. Les business que je fais au Cameroun, je ne les fais pas forcément en Côte d'Ivoire. Si vous restez jusqu'à la fin, je vous donnerai le classement des 3 meilleures économies francophones et anglophones d'après les 5 critères que nous allons voir ensemble dans cette vidéo. Restez donc jusqu'à la fin pour voir les pays qui se démarquent le plus. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simo et ici je te parle de business, de développement du continent africain. Donc si tu es nouveau et que ça t'intéresse comme thématique, abonne-toi. Pour ceux d'entre vous qui ne l'avaient pas encore fait, désormais mon livre est disponible, L'urgence d'entreprendre en Afrique, bâtissons le rêve africain. C'est un livre que j'ai segmenté en 3 parties pour t'expliquer justement pourquoi j'ai décidé de rentrer, m'installer en Afrique, pourquoi j'ai quitté un confort, toute somme relative, en Occident, pour aller en Afrique. Qu'est-ce qui m'y a poussé? Ensuite je t'explique ce que j'ai appris sur place, depuis que je suis maintenant en Afrique et que je fais du business dans plusieurs pays. Qu'est-ce que j'ai appris et que tu dois savoir pour pouvoir préparer toi aussi ton retour en Afrique? Et enfin, je te parle des obstacles. Je t'explique bien évidemment les obstacles que j'ai rencontrés sur place, que ce soit le tribalisme, que ce soit la corruption. Et je t'explique comment faire pour pouvoir aller au-delà de tout cela. Je te parle même de la France. Il y a un chapitre dédié à la France là-dedans. La France qui pourrait être un frein quand on veut faire du business sur place. Je t'en parle dans cet ouvrage et je te dis bien évidemment à chaque fois comment tu peux contourner cela. Tu as le lien dans la barre de description pour te procurer le livre. Il est sur Amazon, tu peux l'avoir à peu près partout. Et les amis qui sont en Afrique, vous avez des numéros de téléphone sur lesquels vous pouvez appeler pour simplement passer votre commande et ensuite le livre viendra parce qu'on va expédier vers plusieurs pays africains des stocks de livres pour que vous n'en manquiez pas. Et puis pour les amis qui êtes au Canada et aux États-Unis, vous pourrez avoir ces livres-là avec une dédicace dessus parce que j'arrive très prochainement justement pour des dates de formation à Montréal, mais aussi dans le Maryland. Ce sera le 14 juin, mais aussi le 21 juin pour le Maryland aux États-Unis. 2 dates au cours desquelles on va parler de business en approfondi parce que j'ai détecté qu'il y avait en réalité certains business qu'il était beaucoup plus facile de faire quand on était en Amérique du Nord. Oui, pour l'Afrique. Je vous exposerai ces business, comment vous pouvez lancer ces business-là et comment vous pouvez bien évidemment avoir du succès là-dedans. Réservez vos places rapidement parce que ça commence à se remplir petit à petit pour notre rendez-vous. Peu importe là où vous êtes aux États-Unis, les amis, retrouvons-nous à Maryland. Je ne peux pas faire tout le continent américain, c'est beaucoup trop vaste. On a une date, on a un lieu, rendez-vous tous au même endroit. Et puis bien évidemment, on a notre gros événement à Paris, Back to Africa, les 11 et 12 octobre, l'événement de l'année auquel vous êtes bien évidemment conviés pour parler de business. Et cette année, on va encore plus loin que les autres années parce qu'on va bien évidemment voir ensemble qu'est-ce que vous pouvez faire en Occident qui va vous générer de l'argent et comment surtout le réinvestir intelligemment en Afrique. Et cette année, on va avoir de vraies masterclass. On va avoir formation sur formation. J'invite des cadors dans leur domaine pour venir vous expliquer de A à Z comment ils ont fait pour craquer le système en Afrique et comment vous pouvez faire la même chose. Et parfois même dans des secteurs insoupçonnés. Prenez vos places les amis, la billetterie est ouverte, les places sont en promotion pour le moment. Et en plus, au moment où cette vidéo paraît, je suis en Chine et j'ai promis que toutes les personnes qui prendraient une place pour Back to Africa et même les événements en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, je vous réserve une liste dédiée de fournisseurs chinois vers lesquels vous pouvez vous tourner pour lancer des business directement en Afrique. On le sait tous, la Chine c'est l'usine du monde et elle va le rester encore un moment, n'en déplaise à Donald Trump. Comment nous, on peut bénéficier de cette opportunité pour aller acheter des machines concrètes, pas n'importe lesquelles, pour faire du business en Afrique? Eh bien, j'ai une liste dans laquelle je vous donne des fournisseurs concrets avec des noms, des numéros de téléphone que vous pouvez aller chercher. Donc, n'hésitez pas du tout à réserver et pour le moment, entrons dans le vif du sujet. Alors, quels sont donc les critères à prendre en compte quand on veut aller faire du business en Afrique?
Quels sont les éléments que l'on doit considérer avant de décider de rentrer sur le continent mère pour y faire des affaires? Eh bien, j'en ai répertorié 5 très importants et qui peuvent permettre de prendre la décision d'aller vers tel ou tel autre pays. On sait que l'Afrique est un continent plein d'opportunités, mais il faut être naïf si vous pensez que les opportunités sont équitablement reparties partout sur le continent africain. Non, c'est faux. En Afrique, on a des pays qui sont en guerre, on a des pays qui sont menacés par le terrorisme, on a des pays dans lesquels il y a des gouvernements avec une alternance démocratique à peu près correcte, et dans d'autres pays, on a des régimes qui sont au pouvoir depuis très longtemps. Il y a vraiment de tout. Il faut être un peu naïf pour penser que l'Afrique est uniforme du nord au sud, de l'est à l'ouest. Ce n'est bien évidemment absolument pas vrai. Il faut donc avoir une analyse froide, analytique, quand on décide de rentrer en Afrique. Pas simplement pour le motif de sa famille. Je peux comprendre que quand on veut y rentrer en Afrique, l'une des raisons, c'est pour être proche de sa famille. Et ça fait sens. Proche des siens, pour que nos enfants grandissent dans un environnement dans lequel ils vont se sentir à l'aise. Et je peux comprendre ça. Mais si c'est pour faire du business, il faut bien savoir qu'on doit avoir la froideur de l'analyse. On ne peut pas être dans les émotions quand il faut choisir un pays vers lequel aller. Premier élément donc qu'il faut regarder, ce n'est pas par ordre d'importance. Je vous les ai juste listés. Premier élément, la stabilité politique et la sécurité. Imaginez que vous alliez faire votre business dans un pays dans lequel il y a une instabilité politique, dans lequel il y a de la guerre, dans lequel vous ne savez pas si demain vous allez vous lever, si demain vous allez manger. La guerre, c'est un no man's land. Quand il y a la guerre, il n'y a plus de règles, il n'y a plus de discipline, il n'y a plus d'État. Enfin, c'est la loi du plus fort, ça devient la jungle. Et dans ces conditions, bien évidemment, on ne peut pas faire prospérer un certain type de business. La guerre vient avec des opportunités, c'est vrai. Mais avec la guerre, tu ne peux pas avoir un commerce classique dans lequel tu as tes portes ouvertes et les gens viennent, par exemple, acheter à manger. Non, à tout moment, quelqu'un peut débarquer avec une mitraillette et il te colle une balle au niveau du front. Donc, l'instabilité politique est quelque chose de très important à considérer. C'est un facteur clé d'ailleurs, parce que beaucoup justement de personnes dépeignent l'Afrique comme le continent en guerre, le continent de la violence, le continent de la barbarie. Et c'est faux. L'Afrique n'est pas que ça. Il y a beaucoup de pays qui ont pas mal de quiétude et de stabilité. Mais il n'en est même pas moins vrai que si vous voulez aller en Afrique, vous devez d'abord commencer par vous demander, est-ce qu'il y a une véritable stabilité dans ce pays? Est-ce que c'est un pays qui est en guerre? Est-ce que c'est un pays dans lequel c'est plutôt stable? Et c'est pour ça que vous allez d'ailleurs voir que les médias aiment bien souvent dépeindre certains pays comme étant des pays dans lesquels il y a une grosse instabilité, comme des pays dans lesquels c'est très dangereux d'y vivre, ainsi de suite, parce que ça contribue bien évidemment à créer de la psychose. Ça contribue à effrayer les investisseurs et les touristes, parce qu'on sait qu'un pays dans lequel il y a de la guerre, il y a de l'instabilité, qui veut aller risquer sa vie parce qu'il veut aller prendre une photo dans un décor magnifique? Personne. Donc, la stabilité politique, c'est un critère important. Et à celui-là, il faut adjoindre un deuxième, la sécurité juridique. C'est quoi la sécurité juridique? La sécurité juridique veut dire que si j'ai un problème avec quelqu'un dans le cadre de mes affaires et qu'on va au tribunal, je ne vais pas perdre parce que lui, il est le fils d'un ministre. Je ne vais pas perdre parce que lui, il connaît une relation. Je ne vais pas perdre parce que lui, il a plus d'argent que moi et il va corrompre les instances judiciaires. La sécurité juridique est un élément clé dans la projection pour faire du business dans un pays. Parce que la sécurité juridique garantit que la loi, la juridiction, du moins de la justice, est indépendante et qu'elle travaille en toute objectivité pour rendre le droit et la justice. Ce critère-là, bien évidemment, est très important parce que tant que tout va bien, il n'y a pas de problème. Mais demain, quand vous lancez votre business et qu'il commence à marcher, chaque fois qu'un business commence à marcher, il met à mal et à difficulté d'autres business. Bien souvent. Oui, parce que vous avez toujours des concurrents, directs ou indirects. Quand vous lancez votre activité, vous commencez à mettre à mal les activités des autres. Mais que se passe-t-il si ces autres-là, ce sont des personnes affiliées au pouvoir? Que se passe-t-il si vous ouvrez un salon de coiffure et votre salon de coiffure ou votre salon de beauté marche mieux que le salon de coiffure, le salon de beauté de la fille du président qui est juste dans la rue en face? Que tous les clients maintenant, quand ils viennent, délaissent le salon de la fille du président et viennent dans votre salon. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va vous envoyer des gros bras pour fermer votre salon? Est-ce qu'on va vous intimider? Ou alors, business as usual, c'est de la concurrence, la vie continue. Ce sont des éléments importants à prendre en considération. Donc, premier critère, la sécurité juridique et bien évidemment la stabilité politique. Et à ce niveau-là, bien évidemment, un environnement stable est crucial pour tout investisseur. Et il y a des pays comme le Rwanda et le Botswana. Alors le Rwanda, bon, on va dire que ça continue à être le cas puisque le conflit avec la RDC ne se déroule pas au Rwanda. Mais le Botswana, par exemple, est un pays qui est reconnu pour avoir une stabilité politique et un cadre juridique fiable. Le mot est dit. Fiable. On peut s'y fier. On peut s'y fier. Le Botswana a été classé premier pays en Afrique pour l'attractivité des investissements miniers, par exemple, selon le Fraser Institute. Deuxième critère,
croissance économique et taille du marché. Et ici, je vais dire encore des choses qui vont peut-être choquer certains. Mais si je veux lancer une usine, le premier pays auquel je pense, par exemple, ce n'est pas forcément le Togo. Parce que c'est un pays qui n'a pas une grosse taille en termes de population. Voilà pourquoi vous allez vous rendre compte que les pays les plus puissants et les plus riches en Afrique font aussi partie des pays qui ont le plus de démographie. Numéro 1, le Nigeria. Le Nigeria, c'est la première puissance démographique africaine, avec plus de 200 millions d'habitants. Et d'après les projections, ils vont atteindre 500 millions, je pense, d'ici 2100. Donc c'est un pays qui va connaître un boom démographique énorme. Et tenez-vous tranquille, beaucoup de milliardaires africains sont au Nigeria. Ils jouent de la population. Donc, la taille du marché est importante. Elle est très importante. Si tu dis que tu vas lancer un business au Togo ou au Bénin, quoique le Bénin est un peu plus grand que le Togo, si tu dis que tu vas lancer un business au Bénin ou au Togo, la taille de marché que tu as est très petite. Prenons un exemple. Podlab, un jeune qui a lancé un très beau studio de podcast au Bénin qui tourne très bien. Très beau studio de podcast. J'y ai moi-même réalisé plusieurs épisodes. Si vous êtes au Bénin ou de passage, n'hésitez pas à y aller. Big up. Eh bien, il est dans un marché qui est relativement petit. Si le même studio ou les mêmes studios, il les avait ouverts au Nigeria, peut-être que c'est une idée qu'il va avoir là, eh bien, la taille du marché est infiniment plus grande. Au Bénin, tu as combien de créateurs de contenu sérieux? 10, 50, 100? Peu importe le nombre. Au Nigeria, tu multiplies fois 100. Tu multiplies fois 100. Donc, ça veut dire qu'au Nigeria, il va être beaucoup plus sollicité. D'ailleurs, je me rappelle de Vusi Tembekwayo qui disait que tant que tu n'as pas commencé à faire du business au Nigeria, tu n'as pas commencé à faire du business en Afrique. Disant par là que la taille du marché est très importante. Des pays comme le Cameroun, la Côte d'Ivoire, qui ont à peu près 30 millions d'habitants, sont des pays à taille intermédiaire. C'est intéressant parce que 30 millions, c'est quand même pas rien. Mais des pays qui ont des tailles beaucoup plus petites, c'est bien évidemment à réfléchir. L'autre critère là-dedans, c'est la croissance économique. Ce sont des indicateurs, bien évidemment, officiels que l'on a tous les ans de nos différents pays. Une économie en croissance n'est rien d'autre que beaucoup d'opportunités. Vous allez remarquer que les pays qui ont des économies en croissance sont des économies dans lesquelles il y a beaucoup de business. En 2024, par exemple, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Rwanda affichent des taux de croissance parmi les plus élevés du continent. La Côte d'Ivoire, par exemple, a levé 2,6 milliards de dollars sur les marchés internationaux, témoignant donc ainsi de la confiance des investisseurs. Vous savez que tous les pays au monde vont lever de l'argent, vont prendre de la dette. Mais la capacité pour un pays à pouvoir lever de la dette internationale traduit de la confiance des investisseurs. Quand les investisseurs mettent de l'argent dans un pays, c'est parce qu'ils pensent que leur argent va revenir. Donc, ça veut dire qu'ils ont des raisons de voir dans ce pays-là des opportunités qui peuvent être intéressantes. Troisième critère, la facilité de faire des affaires, le doing business. Est-ce que c'est facile de créer une entreprise dans ce pays? Est-ce que c'est digitalisé? Est-ce qu'il faut que l'on aille à plusieurs endroits? Qu'on rencontre plusieurs personnes, qu'on attende plusieurs jours et parfois même que l'on se décourage tellement c'est complexe. Eh bien, la facilité à faire des affaires se caractérise par les démarches administratives qui sont simplifiées et une fiscalité avantageuse pour les investisseurs. Beaucoup de nos pays ont des fiscalités qui sont très lourdes, dans lesquelles il n'y a pas beaucoup d'incitation. Voilà pourquoi c'est très important de toujours regarder le code des investissements. Que dit-il? Quelles sont les facilités que le pays propose quand on veut venir y investir? Et là-dessus, les pays ne se valent absolument pas du tout. Chaque pays établit ses règles et sa fiscalité pour attirer des investisseurs. Est-ce qu'il est facile d'obtenir ces exonérations? Parce que parfois même vous pouvez avoir sur le papier de très beaux textes, mais dans la réalité, aller obtenir ces exonérations, c'est super compliqué à avoir. On vous met plein de bâtons dans les roues et au final, vous vous demandez mais pourquoi j'ai fait tout ça si c'est pour obtenir un tel résultat? Donc la facilité à faire des affaires est un critère très important. L'administration, est-ce qu'elle est facile? Est-ce qu'elle est rapide? Au Rwanda par exemple, il est possible de créer une entreprise très rapidement parce que le gouvernement rwandais a mis dans le même bureau tous les corps de métiers qui interviennent dans la création. Donc quand vous arrivez à un guichet, vous remplissez les éléments, on vous dit next step, tu vas juste à côté, next step, donc tu fais toutes les étapes et tu ressors de là avec ton business qui est créé. Ça, c'est bien évidemment quelque chose qui fluidifie vraiment les choses. Quatrième avantage, les infrastructures et la connectivité. Les infrastructures modernes facilitent énormément les opérations commerciales. Des pays comme l'Égypte, voire même l'Afrique du Sud, disposent de ports, de routes, de réseaux de communication développés, quasiment comme en Occident. Les infrastructures, ça vous empêche de faire certains business quand elles ne sont pas développées. Prenons deux d'entre eux. Les infrastructures routières. L'agriculture, l'élevage dépendent énormément de l'état des routes, mais aussi les business de logistique, transporter d'un point A à un point B. Si la logistique n'est pas très bonne dans un pays, c'est très compliqué de faire ce type de business. On est d'accord? Les routes jouent donc un rôle crucial pour le développement de l'agriculture. Voilà pourquoi dans beaucoup de nos pays, nous avons du mal avec les pertes agricoles, les pertes post-récolte, c'est-à-dire que nous cultivons, mais après nous jetons parce que ce qui a été cultivé ne parvient pas à sortir des champs pour des raisons logistiques. Au Cameroun, il y a même un village qu'on a surnommé le village de la banane pourrie parce que ce village-là est isolé
parce qu'il n'y a pas un pont qui le relie au reste du monde. Les récoltes pourrissent dans le village parce qu'il n'y a pas un pont. Bon, peut-être que d'ici là, depuis lors, le pont a été construit, mais j'avais vu le reportage, ça m'avait marqué, qu'on ait appelé le village de la banane pourrie. Le deuxième secteur, bien évidemment, c'est celui de l'Internet. Les startups technologiques ont besoin d'Internet et d'un très haut débit. Et bien, dans beaucoup de nos pays, la connexion est très lente. Quand vous voulez vous connecter à Internet, vous devez prier. Moi, par exemple, qui a un média en ligne, j'ai besoin d'une forte connexion pour faire travailler mes différentes équipes. Quand je suis en déplacement et que je suis en Chine et que je tourne un contenu, comment je l'envoie au Cameroun, en Côte d'Ivoire, s'il doit être monté? Et que là-bas, la vitesse du débit est très bonne sur le papier, mais très lente en réalité. Si on est dans des pays dans lesquels on n'a pas de lumière, on n'a pas assez d'énergie, on ne peut pas lancer de grosses usines parce que le pays ne produit pas assez d'électricité. C'est le cas de plusieurs pays africains parce qu'il faut aller au fond des choses. Pourquoi certaines industries ne sont pas disponibles chez nous? On est obligé d'acheter certaines choses à l'étranger. C'est par déficit d'énergie. Il n'y a pas assez d'énergie. Donc, on ne peut pas, dans ces conditions, lancer un certain type de business. Et même pour le confort des gens, dans les pays dans lesquels il y a des délestages en permanence, il ne se passe pas une journée, 2 jours, 3 jours sans qu'on ne coupe l'électricité pendant plusieurs heures. Comment voulez-vous que les gens qui quittent des pays dans lesquels il y a un maximum de confort acceptent de payer un prix aussi lourd pour venir s'installer dans un pays? Donc, les infrastructures jouent un rôle clé, bien évidemment. Et le dernier, c'est l'accès aux zones économiques spéciales. Les zones économiques spéciales, c'est quelque chose que beaucoup de gens ne connaissent pas, mais en fait, beaucoup de nos pays créent des zones économiques spéciales. C'est quoi une zone économique spéciale? C'est une zone dans laquelle le pays crée une fiscalité avantageuse. Ce sont parfois des zones qui sont reculées, ce sont peut-être des zones dans lesquelles le pays veut créer une zone industrielle à un endroit. Il décide donc de dire que toutes les personnes qui vont venir créer des entreprises à cet endroit-là, vous allez avoir tels avantages. En fait, le but de ça, c'est d'attirer les gens vers cette zone-là. Ça s'appelle donc des zones économiques spéciales. Plusieurs de nos pays ont des zones économiques spéciales. Le Kenya, l'Éthiopie, la Côte d'Ivoire, par exemple, mettent en place de telles zones pour attirer des investisseurs, notamment dans les secteurs industriels et technologiques. Donc, vous devez vous renseigner en fonction de votre secteur. Je veux faire de l'industrie, je veux faire de la technologie. Est-ce qu'il y a une zone économique spéciale? Parce que s'il y a une zone économique spéciale, ça peut changer beaucoup de choses. Je ne paye peut-être pas d'impôts, je ne paye peut-être pas de taxes pendant un certain nombre d'années. Je bénéficie parce que je suis à cet endroit-là d'infrastructures, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, vous devez avoir tout cela à l'esprit avant de vous lancer. Maintenant, regardons donc ensemble sur la base de ces 5 critères, les 3 pays qui se démarquent du côté francophone et du côté anglophone. Côté francophone, numéro 1, c'est le Maroc. Stabilité politique, le roi. Infrastructure développée, zone franche attractive. Le Maroc est en plein boom, beaucoup de gens vont vers le Maroc, font du business. C'est même devenu tellement fort que des promoteurs immobiliers au Maroc font leur publicité en France dans les métros. Je voyais ça à l'époque, j'imagine que ça continue. On vous propose d'être propriétaire au Maroc de votre résidence pour votre retraite, par exemple. Ça vous dit à quel point le Maroc est très en avance. Deuxième pays, la Côte d'Ivoire. Croissance économique soutenue. Réformes pro-business de plus en plus nombreuses. Des zones industrielles aussi qui existent. Sénégal. Cadre juridique favorable. Projet d'infrastructure majeur. Et stabilité politique. Côté anglophone, on a numéro 1, l'Afrique du Sud. Économie diversifiée. Donc vous pouvez faire à peu près tout là-bas. Infrastructure de qualité. Services financiers robustes. Le deuxième, c'est le Kenya. Le Kenya est clairement le hub technologique de l'Afrique de l'Est avec toutes les startups qui pilulent. Si vous voulez faire une startup et que vous voulez dans un environnement vraiment challengeant, c'est le Kenya. Bien plus que le Rwanda d'ailleurs. Vous avez des zones économiques spéciales aussi au Kenya, bien évidemment, et une croissance dynamique. C'est parce que nous sommes en zone francophone et nous nous intéressons peu à ce qui se passe en zone anglophone, mais le Kenya, c'est vraiment un pays à visiter. Troisième, le Ghana. Stabilité politique, là aussi. Environnement des affaires en amélioration et ressources naturelles abondantes. Donc voilà un peu le top 3 francophone et anglophone. La balle est dans votre camp donc maintenant pour faire votre choix. Mais sortons des émotions qui consistent à analyser un pays juste sur la base du fait que ce soit le pays de mes parents ou le pays où j'ai grandi. Parfois, quand on veut faire du business, il faut regarder les chiffres. Les hommes mentent, les femmes mentent, les chiffres ne mentent pas. Dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous voulez que j'approfondisse quelque chose dans cette vidéo? Dites-le moi dans les commentaires et ce sera avec plaisir. Pour le reste, prenez vos places pour nos prochaines rencontres et je vous dis peace!